Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'Ukraine alors que Trump a décidé d'imposer des sanctions sur deux grosses compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft. C'est une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier. Une décision prise 2 jours après le report puis l'annulation par Trump du sommet de Budapest entre le président américain et Vladimir Poutine. Et aussi le jour de la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la Maison-Blanche. Trump avait annulé le sommet prévu à Budapest avec Poutine, car l'événement ne lui semblait plus d'actualité, a-t-il dit. Les sanctions contre la Russie décidées par les États-Unis envoient un message fort à la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre, a martelé Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Ces sanctions américaines vont donc accompagner celles des Européens réunis à Bruxelles. Les Européens qui pourraient voter l'utilisation des avoirs russes gelés comme garantie d'un prêt à l'Ukraine. Ça serait là aussi une première. Alors on va revenir sur ces sanctions américaines sur les deux compagnies pétrolières russes. Pourquoi Trump a-t-il une nouvelle fois changé d'avis? Quel impact sur l'économie russe? On va revenir aussi sur ce sommet européen. Quel est l'enjeu de l'utilisation des avoirs russes gelés? Et on va revenir aussi sur les propos du chef d'état-major des armées françaises qui considère que l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. On posera toutes ces questions tout de suite à mes invités. Sylvie Berman est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite. C'est votre livre publié chez Talendier. Bienvenue. Général Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, auteur d'Un monde à l'autre. Et ça, c'est chez Robert Laffont. Thierry Volton, bonsoir. Bonsoir. Essayiste et spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, bienvenue. Et nous avons ce soir Régis Jantet avec nous, journaliste spécialiste des pays post-soviétiques qui se trouve à Tbilissi en ce moment en direct. Bonsoir Régis, auteur de Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. C'est le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui l'a annoncé hier soir, les sanctions américaines qui visent donc deux compagnies de pétrole les plus importantes de Russie, la compagnie Rosneft et la compagnie Lukoil. Il est temps d'arrêter le massacre et de mettre en place un cessez-le-feu, a affirmé d'ailleurs le secrétaire au Trésor. Et Trump a martelé « J'ai pensé que c'était le bon moment ». On écoute Donald Trump. Ce sont des énormes sanctions contre deux de leurs plus grosses compagnies pétrolières. Et nous espérons qu'elles seront de courte durée et que la guerre sera réglée. Si je suis honnête, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je parle avec Vladimir, j'ai des conversations intéressantes, mais elles ne mènent nulle part. Nous avons annulé la rencontre de Budapest avec le président Poutine. Je ne le sentais pas, je n'avais pas l'impression que nous allions atteindre notre objectif. J'ai donc annulé, mais nous le ferons à l'avenir. En général, Trinquant, ça va faire mal? Oui, écoutez, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est la première mesure importante prise par l'administration Trump à l'encontre de la Russie. Mais même l'administration Biden n'avait pas pris cette décision. Donc c'est un geste important qui vient à un moment où il y a un blocage, puisque après l'annonce de la réunion à Budapest, en fait, monsieur Rubio s'est entretenu avec M. Lavrov, il s'est aperçu que rien ne déboucherait, et donc ce n'est pas la peine d'aller à une réunion où il n'y aura pas de résultat conclusif. Et donc c'est une mesure importante. Alors je pense que ça n'aura pas beaucoup d'effet sur la Chine. En revanche, qui importe beaucoup de pétrole russe. Oui, qui en importe beaucoup, mais ça en aura probablement, et on le voit déjà, sur l'Inde, qui commence à refuser le pétrole russe dans ses raffineries. Donc je crois Parce que c'est ça l'objectif finalement, de faire en sorte que ceux qui importent du pétrole russe ne soient plus incités à le faire. En tout cas, voilà, parce qu'il faut se souvenir que cet argent, bien sûr, ça sert à financer la guerre. Donc c'est un des buts. La réaction russe est intéressante, puisque à la fois ils disent c'est pas important et à la fois c'est important. Donc ça doit un peu les toucher quand même. Ça doit un peu les toucher. Vladimir Poutine dit oui, il reconnaît qu'il y aura une baisse de la production, en tout cas de pétrole russe, avec une augmentation des prix. Le prix du brut, d'ailleurs, a augmenté. Le cours s'est envolé à 5%, de 5% au tout début de la journée, après cette annonce. Madame l'ambassadrice, donc ces deux compagnies russes, elles représentent la moitié des exportations de pétrole. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le plan diplomatique? Alors, ça va avoir un impact économique, effectivement, réduire les revenus de la Russie. Sur le plan diplomatique, j'en doute fort, parce
parce qu'en réalité, c'est deux logiciels différents. C'est-à-dire que Donald Trump veut la paix à tout prix et il a une logique économique et il a beaucoup offert à cet égard à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a une logique essentiellement géopolitique et centrée sur l'Ukraine. Il a une obsession, il a envahi l'Ukraine parce qu'il considère que ça constituait une menace. Il y a un prétexte qui est celui du Donbass, parce qu'il disait que les Ukrainiens menaçaient les russophones du Donbass, même qu'il y avait des génocides, bon, ce qui est évidemment totalement faux. Donc pour lui, c'est difficile, sans avoir la totalité du Donbass, de déclarer la victoire. Donc il n'y aura pas d'accord. Mais ça fait pression sur lui ou pas tout de même? Mais pas véritablement, parce que si en fait, bon, évidemment, ça a un impact économique et donc ça rend les choses plus compliquées. Mais comme son obsession, c'est l'Ukraine, il donne la priorité, effectivement, à une victoire sur l'Ukraine, qui n'est pas nécessairement une victoire totale, mais en tout cas sur le Donbass, parce que c'est symbolique. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, à Donald Trump à Anchorage. Et Donald Trump, n'a pas accepté complètement, mais il en a parlé à Volodymyr Zelensky. C'est inacceptable pour lui. Et lors de la dernière rencontre dans le Salon Oval, ils se sont mis d'accord sur un gel du front, sur la ligne de contact. Mais ça, c'est pas acceptable pour Vladimir Poutine. Et c'est probablement ce que Lavrov a dit brutalement à Marco Rubio. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thierry Volton? Ça va faire mal quand même un peu, ça fait mal un peu du côté de l'économie russe. Est-ce que ça fait pression sur Poutine? Vous savez qu'il y a déjà des queues devant les stations essence, etc. Il y a vraiment des problèmes d'essence déjà. Je parle à l'intérieur de la Russie. Hein. Donc, il est évident que cette population va ressentir ça. Alors maintenant, est-ce qu'elle va réagir? Je ne crois pas du tout, parce qu'elle est très bien tenue par le régime. En plus, la propagande marche à fond. Très nationaliste, c'est quand même l'ennemi qu'on combat, plus l'ennemi occidental. Il y a aussi un ancien héritage, si je puis dire, pour les plus vieux, du côté de la guerre froide, où il y avait une opposition entre l'Est et l'Ouest. Bon, donc tout ça est ravivé. Bon, alors... de toute façon, je pense que l'économie russe va beaucoup moins bien qu'on le dit. C'est-à-dire, parce qu'il faut se méfier des chiffres officiels, c'est clair. Hein. Donc, c'est sûr que ce genre de mesure va avoir un impact sur le train économique, pas forcément sur la guerre, parce qu'il y a un budget qui est prévu, qui ne va pas bouger. Et en plus, je signale, parce qu'on le sait... 40% des dépenses budgétaires votées par la Russie vont vers le militaire. Oui, je prends une petite précision. Sur la totalité du budget, il y a 25% de ce budget dont on ne connaît pas exactement, parce qu'elles sont secrètes, les destinations. Donc c'est encore plus que 40. Exactement. Un mot, Régis Janté. Est-ce que pour vous, ça va avoir quand même un impact? Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs à l'est de l'Europe sur Poutine? Non. L'entourage de M. Poutine, autant que je sache, et on a des sources là-dessus, disent que, essaient de faire pression sur M. Poutine de manière discrète, parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher comme anti-guerre, mais pour arrêter cette guerre. Notamment tous les gens qui manient de l'argent, y compris les plus vieux alliés de M. Poutine dans le jeu politique russe. Donc oui, bien sûr que ça a un impact. Cela dit, les sanctions, et pour avoir parlé avec des gens qui ont travaillé dessus, personne ne se faisait d'illusions, au sens où personne ne pensait que tout d'un coup, M. Poutine dirait très bien, j'arrête, on n'en parle plus. Mais bien sûr que ça fait pression. Et cette fois-ci, c'est un vrai changement. Effectivement, c'est comme le rappelait le général Trinquant, c'est la première fois que les États-Unis, depuis le retour à la Maison-Blanche de M. Trump, imposent des sanctions sur la Russie. On les attendait parce que ça semblait être simplement du blabla, ce que disait M. Trump jusqu'à présent. Là, on change de ton. Un petit bémol, ou en tout cas une question, un sujet qu'il faudra suivre certainement, c'est toutefois, et c'est ce que me disent des experts de l'énergie russe, il faudra tout de même voir la manière dont sont mises en œuvre ces sanctions. Ça, c'est toujours la question. Le texte existe, il est très fort, notamment avec des sanctions secondaires, donc ils font que ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd potentiellement pour l'Inde et pour la Chine d'acheter du pétrole russe, et donc voilà, de priver Moscou de ses principales rentrées d'argent. La question, c'est est-ce que M. Trump va pousser son administration à véritablement mettre en œuvre de manière forte ces sanctions? Ça, c'est le sujet à suivre. Si c'est le cas, ça va quand même compliquer la vie de M. Poutine, parce que l'économie russe, effectivement, ne va pas très bien.
européens. On était obligé, par exemple, d'augmenter de 2 points la TVA pour pouvoir remplir le budget. Le fonds du bien-être qui avait été alimenté depuis 20 ou 30 ans par le pétrole russe, eh bien, est en train de se vider. Et ça, c'est ce qui a permis d'éviter d'aller taxer la classe moyenne russe. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on va imposer, et c'est des idées qui courent à Moscou, davantage cette classe moyenne russe, et la Russie, les Russes en général, la TVA, ça touche tout le monde, eh bien, l'adhésion à la guerre, qui est déjà pas très forte, eh bien, n'en sera qu'amoindrie encore. On va écouter la réaction de Volodymyr Zelensky justement aujourd'hui à ces sanctions américaines. Ces sanctions contre la Russie sont plus sévères. Le 19e paquet des sanctions des dirigeants européens et de l'UE est très important, mais celles des Américains sont également très importantes. C'est un signal fort pour que d'autres pays du monde se joignent aux sanctions. Vous savez qu'il faut qu'elles concernent l'énergie, mais aussi la flotte fantôme, que Poutine mette fin à cette guerre. Donc pour lui, c'est important, général. On va regarder d'ailleurs ces images des bombardements russes hier sur Kharkiv qui ont frappé une école maternelle, des images de ces enfants dans les bras de leurs parents. Ils ont tous été évacués, ces enfants. Mais c'était vraiment des images très fortes. Et on se demande tout de même si elles n'ont pas eu un impact sur l'administration américaine, parce que ça s'est passé hier. Il y a eu cette déclaration de Scott Bessent après. Alors tout ce qui touche aux enfants ukrainiens, qu'ils aient été volés et emmenés en Russie ou qu'ils soient touchés, tous Madame Trump. Et donc, il n'est pas impossible que ça ait un effet sur Monsieur Trump lui-même. Ceci étant, si vous voulez, malheureusement, là, bon, c'est tombé à côté d'un endroit où il y avait des enfants, mais ces frappes, il y en a quasiment toutes les nuits. Hein. Évidemment, on voit les frappes. Moi, je calcule quand même ce qui n'arrive pas. Vous savez, on parle toujours des obus qui tombent, pas de ceux qui ne tombent pas. L'Ukraine arrive quand même à arrêter 70% à peu près des missiles et plus de 80% des drones. Donc là où il faut la renforcer, effectivement, c'est dans la défense antiaérienne pour qu'elle arrive à vraiment défendre ces populations. Oui. Parce qu'avec l'arrivée de l'hiver, il est certain que tout ce qui est énergie est touché et ça va poser un problème à la population ukrainienne pendant l'hiver. On le dit tous les hivers, mais plus les hivers avancent, plus c'est difficile. En tout cas, il n'aura pas de Tomahawk pour l'instant, Volodymyr Zelensky. Oui, mais là, si vous voulez... C'est le missile de longue portée américain. Oui, sauf qu'avant-hier, il y a un Storm Shadow qui a été tiré sur Bryansk, c'est-à-dire en Russie. Or, il ne pouvait pas tirer sans avoir le système de renseignement américain qui lui désignait la cible. Donc ça veut dire que, certes, ils n'ont pas donné le Tomahawk, mais ils ont donné l'autorisation de tirer dans la profondeur du territoire russe, parce que c'était 450 km, avec du renseignement américain. Autorisation officieuse, puisque officiellement, Trump dit qu'il ne la donne pas. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il a délégué l'autorisation au général commandant Lusarer, donc le général commandant les forces américaines en Allemagne. Donc c'est évidemment pas M. Trump qui donne l'autorisation, mais comme il l'a délégué, l'autorisation a été donnée. On va partir en Europe dans une petite minute, mais j'ai une question tout de même pour vous, Madame l'ambassadrice. Cette histoire de ligne de front qui, en fait, bouge très lentement, finalement, depuis des mois, est-ce qu'elle peut être effectivement la base de négociations ? Et en tout cas, Volodymyr Zelensky, certainement à contre-cœur, l'a quand même accepté parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas récupérer les territoires perdus. Mais pour lui, il n'est pas question de céder des territoires qui n'ont pas été conquis par les Russes. En revanche, pour Vladimir Poutine, même s'il peut renoncer sans doute à certaines régions de Kherson, de Zaporizhia, parce que c'est moins symbolique, mais il veut avoir la totalité du Donetsk. Donc, et comme il ne progresse pas parce sur qu'il n'a pas encore la totalité du Donbass, et la ligne de front, en fait, enlève une partie de ces territoires. Il manque entre 25 et 30%, mais c'est difficile parce que c'est aujourd'hui une guerre d'attrition, qu'avec les drones, on voit toutes les avancées de l'adversaire et que les Ukrainiens sont en mesure de les repousser jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien du tout sur le front, mais en tout cas, depuis quelques mois, il n'a pas bougé. Mais Zelensky accepterait, lui, il a accepté. Et il n'a pas le choix, en une négociation autour de cette ligne de front. Oui.
Un autre mot aussi sur Poutine qui a appelé, je vous pose la question parce que ça a quand même vraiment un lien et c'est intéressant Thierry Volton, il a appelé les réservistes hier à protéger les infrastructures russes. Donc on parlait justement de ce tir, Général Trinquant, est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une vulnérabilité de ce côté-là, du côté russe? Des infrastructures ou de l'armée? Les infrastructures. Les deux à la fois, parce que les réservistes, en même temps, c'est... Il appelle les réservistes pour protéger les infrastructures. Oui, mais enfin bon, quand on appelle les réservistes, c'est qu'on n'a plus de militaires professionnels, si je puis dire. Donc ça veut dire déjà qu'il manque d'hommes. En vérité, ils en ont sacrifié énormément, même si évidemment il y a eu quelques Coréens qui ont été ajoutés à la somme. Hein. Bon, ils en ont beaucoup sacrifié. Alors on n'a pas les chiffres exacts. On est entre 200 et 400 et 500 000, donc c'est déjà considérable. On les aura peut-être à la fin du conflit, mais je ne suis pas sûr. Donc le problème, c'est que la Russie mène exactement une guerre comme elle a toujours mené, c'est une guerre d'hommes, si je puis dire, de sacrifice humain, comme elle a toujours fait. Donc ça coûte très cher. Donc d'où les réservistes qui sont obligés d'être appelés. Ça va peut-être faire pas plaisir forcément aux familles. Mais ça veut dire qu'ils arrivent à tirer sur ces infrastructures, les Ukrainiens, quand bien sûr, Poutine... c'est ce que je citais à propos de Bryansk qui a été frappé. Ça, c'est parce ça que faisait partie des infrastructures énergétiques. c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. Si vous voulez, c'est une usine en fait qui fabriquait et donc 450 kilos envoyés là-dessus, ça fait quand même beaucoup de destruction. Sur les militaires et l'appel aux réservistes, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, Monsieur Poutine ne veut pas faire une mobilisation. Mais comme vous le savez, il recrute en octobre et en avril. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait signer des contrats à ceux qui sont enrôlés en octobre en leur disant vous acceptez d'aller combattre et je vous donne un gros chèque. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Il n'y a plus de gens qui veulent le faire. Et donc aujourd'hui, il fait appel aux réservistes, qui étaient des réservistes qui avaient un certain nombre d'obligations, mais surtout pas de combattre. Et donc là, il est obligé de le faire. Donc ça montre qu'il commence à avoir une tension très sérieuse dans le domaine des ressources humaines. Juste un point sur le cessez-le-feu. Pourquoi les Européens et Zelensky partent de cette ligne de cessez-le-feu? Parce qu'on arrête le combat. De front. Et on arrête le combat et après on discute. Mais ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que le terrain occupé par la Russie est russe. Vous voyez, ça peut être une conversation qui dure longtemps, sous le contrôle de Madame l'ambassadrice. Alors que les Russes, ils font l'inverse. Non, mais les Russes, ils font l'inverse. Ils disent, on fait d'accord un accord de paix, et puis s'il y a un accord de paix, on fera un cessez-le-feu. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des positions diamétralement opposées, et qui permettent aujourd'hui aux Européens et à M. Zelensky de dire à Trump, vous voyez bien que nous, on est prêts à la paix. C'est M. Poutine qui n'est pas prêt pour la paix. Donc Poutine est le bad guy dans cette affaire-là, en tout cas par rapport à Zelensky. Régis, vous voulez réagir là-dessus, sur cette ligne de front? Est-ce qu'elle va être décisive dans les négociations? Oui, certainement, parce qu'on sait qu'il y a une vraie fatigue, évidemment, côté ukrainien, même si personne n'a envie de capituler. Et il faut bien faire attention lorsqu'on décrit l'opinion ukrainienne, qu'on soit fatigué, qu'on voudrait arrêter la guerre, ça c'est évident, qu'on le ferait à n'importe quel prix, certainement pas. Et l'opinion est très ferme là-dessus, et suit Zelensky. Effectivement, M. Zelensky n'a sans doute pas le choix, évidemment, mais je crois aussi qu'il joue assez finement sa carte à ce moment-là, puisqu'il sait que Trump veut absolument passer pour un faiseur de paix, et pendant que Poutine ne lâche jamais rien à M. Trump, eh bien lui, Zelensky le voit, et finalement, regardez comment il a rebondi après la tragédie, si je puis dire, du bureau ovale le 28 février. Une semaine après, il rediscutait avec M. Trump et réussissait même à le rencontrer ensuite au Vatican quelques semaines plus tard, et avec un vrai retour en grâce, si je puis dire. Et on a eu un peu la même chose, puisqu'on sait que le rendez-vous vendredi, il y a une semaine, s'était très mal passé à la Maison-Blanche, et puis finalement, eh bien, quelques jours plus tard, il obtient ce sur quoi il insistait depuis des mois, M. Zelensky, avoir des sanctions très dures contre la Russie. Donc on voit qu'il est quand même très habile dans sa manière de discuter avec M. Trump. Vous êtes d'accord, Madame l'ambassadrice, là-dessus? Parce que c'est vrai que cet entretien vendredi entre Trump et Poutine, entre Trump et Zelensky, ça fuitait dans la presse que ça s'était finalement très mal passé. D'ailleurs, il n'a pas obtenu de tomahawk. Non, absolument. Mais c'est vrai qu'il est assez habile. Et puis, il a aussi le soutien des Européens qui, en général, appellent Donald Trump et qui l'incitent à avoir une position plus ouverte vis-à-vis de l'Ukraine et plus de pression vis-à-vis de la Russie. Mais c'est vrai qu'on pensait le 28 février ou le 29, je ne sais plus, que tout était terminé, tellement ça s'était mal passé. Et finalement, il est revenu à la charge et il n'abandonne pas, effectivement.
Et il est avec les Européens, évidemment, à Bruxelles en ce moment, où il est question d'aide à l'Ukraine, un 19e train de sanctions européennes contre la Russie qui a été acté, et puis la Commission qui propose un plan pour prêter à l'Ukraine 140 milliards d'euros garantis par des avoirs russes gelés dans une institution financière en Belgique. Et bien sûr, ça fait débat. On va écouter d'ailleurs le Premier ministre belge. Je cherche la base juridique de cette décision. Ce n'est pas un détail. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les biens immobilisés n'ont jamais été touchés. Donc c'est un pas très important si vous souhaitez le franchir. Nous avons 3 exigences. Je veux la mutualisation complète du risque, car il y a un grand risque. Nous subirons d'énormes réclamations. Donc si vous voulez le faire, nous devrons le faire tous ensemble. Nous voulons des garanties que si l'argent doit être remboursé, que chaque État membre contribuera, les conséquences ne peuvent pas reposer uniquement sur la Belgique. Karine de Camaret, vous êtes notre envoyée spéciale à Bruxelles. Ça fait un petit moment que les Européens débattent sur l'utilisation de ces avoirs russes gelés. On voit bien que la Belgique n'y est pas du tout favorable. C'est plutôt mal parti, là encore. Oui, alors la Belgique n'y est pas du tout favorable parce que la Belgique abrite la chambre de compensation Euroclear et 180 milliards d'euros d'avoirs russes gelés et a peur d'être tenu seul responsable en cas de litige financier. Alors demande effectivement une solidarité européenne et une base juridique beaucoup plus solide. Mais Volodymyr Zelensky, il y a 1 heure ici au Conseil européen, a plaidé. Il faut utiliser tout l'argent russe possible dans cette guerre, a-t-il dit. Volodymyr Zelensky qui a multiplié les relations bilatérales, ce qu'on appelle les bilatérales, c'est-à-dire les entretiens avec Emmanuel Macron, avec Monsieur Merz, le chancelier, avec également Monsieur Tusk, le Polonais, et qui n'était pas partie prenante des discussions à 27 sur ces avoirs russes gelés et ce prêt de 140 milliards d'euros dont l'Ukraine pourrait bénéficier à condition qu'elle le rembourse quand la paix serait scellée en obtenant des réparations de guerre de la Russie. Alors, cette hésitation belge, effectivement, elle freine beaucoup ce dossier, mais il y a l'espoir ce soir qu'on aboutisse au moins à un mandat plus clair pour la Commission européenne pour trouver vite une formule juridique qui permettrait ce prêt. La bonne nouvelle tout de même, aujourd'hui au Conseil européen, c'est le passage de ce 19e train de sanctions, vous l'avez dit, un train de sanctions qui concerne la flotte fantôme russe et encore le gaz naturel russe, qui a été adopté à 26 sans Viktor Orban. Et vous savez que c'est finalement un paradoxe. Viktor Orban se dit le Trumpiste en chef au Conseil européen. Alors pendant que Trump adopte des sanctions contre l'Ukraine, eh bien lui, il refuse de le faire. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de dissonance, d'autant qu'il se félicitait par avance aussi, Viktor Orban, qu'il y ait peut-être une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur son sol hongrois. Et là, eh bien, c'est reporté sine die. Peut-être que Vladimir Poutine a redit qu'il voulait revenir à la charge sur l'idée de cette rencontre, mais rien n'est moins sûr que cela se fasse à Budapest. En tout cas, Zelensky a un peu ironisé sur le fait que cette rencontre n'aurait pas lieu sans lui et que finalement, il s'en félicitait plutôt. Merci Karine de Camaret. Donc c'était des sanctions contre la Russie, bien sûr, ces sanctions qui ont été mises en place par les Américains et par les Européens. On voit donc Viktor Orban, ça devait être chez lui, ce fameux sommet Trump-Poutine. Donc lui, il était très content que ça se passe en Hongrie. Bon, ça ne va pas se passer. Et il se débrouille pour pas être là aujourd'hui. Il se débrouille pour pas être là aujourd'hui, puisque pour ne pas avoir l'anniversaire de l'invasion russe à Budapest, il faut le rappeler quand même. Soviétique. Comment Soviétique, oui. On peut, oui. Et il a des difficultés en interne avec son opposant, M. Magard. Et donc, il y a 2 manifestations importantes en compétition aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. D'habitude, chaque fois qu'il y a eu un vote, d'ailleurs, il s'est débrouillé pour pas être là. Oui, alors je disais qu'il avait probablement un problème de prostate parce qu'il sortait à chaque fois de la salle de réunion. Bon, là, c'est un autre sujet, plus national, mais voilà. Ça peut se comprendre d'ailleurs, à la limite, parce que c'est vrai que c'est une date importante. C'est une date importante pour l'histoire de la Hongrie. Oui, mais aussi pour l'histoire de la guerre froide. Bon, bref, je voudrais simplement corriger ce qu'a dit le Premier ministre belge, en disant que ça ne s'est jamais fait, que la confiscation des avoirs. Alors c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a jamais été fait, mais ça a été fait par les
les Américains en Irak. Ils ont gelé ils ont pris l'argent que avait. Alors c'est beaucoup moins, c'est pas 300 milliards, hein, ça y est en clair. Mais pendant la guerre, déclarée par les Américains à l'Irak, ils ont confisqué l'argent que l'Irak avait dans les coffres. Ils l'ont utilisé. Oui, ils l'ont utilisé. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Oui, bien sûr. Les Belges, évidemment, eux, ils en ont 180 milliards d'euros. Ce qu'ils ont peur, c'est de rembourser tout seul. Exactement, qui se trouvent, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, qui se trouvent dans cette institution financière en Belgique, 180 milliards d'euros. Or, Merz, donc le chancelier allemand, lui, parlait d'un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, qui serait donc garanti par ses avoirs russes gelés au sein de cette institution financière en Belgique. Et donc, ça voulait dire des réparations ensuite que les Ukrainiens récupéraient du côté russe. Donc, ça, je crois que c'est une illusion totale. Je ne pense pas que les Russes acceptent de payer des réparations, surtout si c'est eux qui sont considérés comme gagnants. En général, c'est les vaincus qui paient les réparations, que ce soit juste ou que ce soit pas juste. Donc, le ministre belge a des raisons de s'inquiéter parce qu'il se doute bien qu'effectivement, il n'y aura pas de remboursement possible et que c'est l'Union européenne qui devra payer. Alors, il y avait aussi une autre inquiétude qui a été exprimée par d'autres ministres et par la France pendant longtemps. C'est celui de détruire la confiance et dans une place financière, parce qu'après tout, des pays du Golfe, des pays d'Asie ou autres, se disent que c'est peut-être dangereux de placer des avoirs justement dans une chambre de compensation à Bruxelles ou dans des pays européens. Et pourtant, même donc l'Allemagne, ce qui est quand même assez intéressant, ils ont changé d'avis sur ce parce qu'il y a ce montage juridique, oui, mais qui est un peu fictif, mais qui permet de dire qu'on ne vole pas ces avoirs. Ils ne sont qu'une garantie du prêt. Voilà. Mais bon, évidemment très contesté par la Belgique, Régis, parce qu'il y a aussi ce risque de déstabilisation un peu du système financier. Ils mettent ça aussi en avant, et pas que les Belges d'ailleurs. Oui, c'est toujours la même histoire en Europe et c'est très bien ainsi. Chacun exprime ses opinions. Ça prend du temps, mais c'est ça la démocratie, si j'ose dire. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est quand même un dossier qui avance. Donc, on peut penser que ça pourrait marcher effectivement avec deux idées, soit pour acheter des armes américaines, c'était l'idée qui semblait éventuellement agréer à monsieur Trump, qui voudrait pas directement fournir l'Ukraine, donc pourquoi pas, ça ne coûterait rien à personne, si j'ose dire, sinon la Russie. Et puis l'autre idée, sinon, même si les Américains ne veulent pas fournir suffisamment d'armes, bien, c'est de contribuer à créer une véritable industrie de défense pour l'Ukraine, soutenue par l'Europe, et puis en Europe aussi pour soutenir l'Ukraine. Donc ça effectivement, sont des idées nouvelles, mais qui, comme toute grande idée nouvelle, demandent de longues discussions. Et je crois qu'effectivement, les réserves mises en avant par les uns et les autres sont des vraies réserves qui méritent d'être bien étudiées avant de prendre la décision. Même si le temps presse sur le terrain, bien sûr. Parce que Général Trinquant, c'est là les Européens qui doivent financer tout cet armement aussi à l'Ukraine. Et il y a de moins en moins d'argent dans les caisses. Donc il y a aussi cette problématique-là. Et puis surtout, on voit le glissement qui est passé du soutien américain au soutien européen. Aujourd'hui, les Européens fournissent beaucoup plus d'armement, de finances, etc. Voire même les armes américaines, elles sont payées par les Européens. Donc on voit bien que le dossier est passé en Europe. En clair, Monsieur Trump, ça ne l'intéresse pas, cette guerre. C'est un sujet européen. Je suis obligé, parce que les Européens me tirent par la manche, j'ai l'un qui vient, puis je suis quand même le maître du monde. Donc il faut que je m'en occupe un peu. Mais ça ne l'intéresse pas. Et il est très content de voir les Européens se dépatouiller avec tous ces problèmes-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de représailles russes, tout simplement? Si, il y a un risque de représailles russes qui est de confiscation de ce que certains Européens ont encore en Russie. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, beaucoup sont partis, beaucoup sont sont restés, y compris des Américains d'ailleurs. Mais bon, il le fera d'ailleurs sans aucun doute. Oui, non, mais bien sûr. Il ne va pas hésiter. Alors, moi, je pense que Donald Trump se moque éperdument des morts, de la guerre et tout, mais il veut faire cet accord de paix. Donc, de toute façon, il veut un deal et il y reviendra, même si là, il se heurte un mur à chaque fois avec Vladimir Poutine.
Mais il faut que ce soit les Européens qui paient de toute façon, qui paieront tout, qui paieront la reconstruction, même si ensuite il y aura des entreprises américaines qui, elles, en profiteront. Ça s'est passé dans les Balkans. Hein. Tout le monde a oublié la guerre des Balkans, guerre européenne, réglée par les Américains. Et ce sont les Américains qui ensuite ont eu tous les contrats. Oui, mais là, il n'arrive pas à la régler, cette guerre. Il le dit tout le temps, d'ailleurs, Thierry Volton. Oui. Il ne m'écoute pas, Vladimir. Là, il l'a encore redit. J'ai de bonnes conversations avec lui. En vérité, mais il ne se passe rien. Il est un peu coincé entre deux choses, si je puis dire. Son désir, à mon avis, très fort de plaire à Poutine, parce que je pense qu'il y a un désir de plaire à Poutine quelque part qui tient à sa psychologie, à des problèmes de lien qui existent entre l'Amérique, la Russie et avec Trump particulièrement. D'ailleurs, le livre de Régis Janté le montre très bien. Hein, ça, c'est clair. Il y a ça. Et puis, d'autre part, il y a aussi ne pas être désolidarisé du monde occidental. En vérité, et d'ailleurs, Trump il a fait deux erreurs consécutives. La première, c'est qu'il a pensé que en flattant Poutine, il pouvait l'amener sur son camp, si je puis dire, parce que son problème, c'est diviser le front russo-chinois. D'accord ? Donc maintenant, il vient de le dire, c'est quand même incroyable. Je dis, il n'a pas compris vraiment l'histoire. Il est en train de dire que quand il va rencontrer Xi Jinping dans quelques jours, hein, il va réussir à faire pression sur Xi Jinping pour que Xi Jinping jeudi prochain en Corée du Sud. Exactement. On l'apprend à l'instant. Trump rencontre Xi Jinping jeudi prochain en Corée du Sud. C'est absolument stupide parce que l'intérêt de Xi Jinping est que cette guerre se continue quelque part. Donc il ne va pas lâcher son ami Poutine, avec qui il y a des liens indéfectibles, comme ils l'ont dit plusieurs fois ensemble, hein, pour faire plaisir à Trump. Donc à mon avis, Trump essaie toujours de mettre un coin entre ce front, qui est un front assez uni, hein, et qui, à mon avis, alors il change de partenaire, mais c'est pas plus efficace. Régis, un mot là-dessus sur la capacité de Trump ou l'incapacité de Trump à finalement faire courber Vladimir Poutine. Lorsque M. Trump a été élu, voilà presque un an, mes amis à Kiev me disaient notre grand espoir, c'est que Poutine sera tellement intransigeant, ne lâchera tellement rien que Trump sera obligé de le lâcher. Et ça, c'est bien la preuve que les Ukrainiens et tous ceux qui ont vécu dans l'Empire soviétique connaissent très bien M. Poutine et la Russie, parce que c'est peut-être probablement ça qui est en train de se passer, parce que Trump a un ADN, comme le rappelait Thierry Volton, qui fait qu'il n'a vraiment pas envie d'aider l'Ukraine et que ça lui très bien une victoire de la Russie, et c'est ce qu'il a fait dans le bureau Oval le 28 février et qu'il a retenté de faire vendredi dernier, et puis il n'y arrive pas, et puis lui aussi il a une opinion, lui aussi il a une administration, lui aussi il a des enjeux personnels et politiques, et donc il est obligé d'avancer, et donc là de faire pression sur M. Poutine, alors qu'il manifestement il n'en avait pas envie, quoi. Donc maintenant on va voir jusqu'où il va aller. C'est quand même très surprenant depuis son retour à la Maison-Blanche, c'est qu'il a vraiment pas utilisé tous les outils qu'il avait dans les mains. Il s'est vraiment plié à chaque fois à M. Poutine. M. Poutine s'est moqué de lui en permanence. Par exemple, lorsque la première fois ils se sont parlé au téléphone, M. Poutine est arrivé avec près d'1 heure de retard, je crois. Donc, et on voit bien qu'en Alaska aussi, par exemple, ça a été un échec parce que M. Poutine était venu pour parler de tout, sauf de la guerre en Ukraine. Il était là pour parler bilatéral, relations bilatérales, développement pétrolier dans l'Arctique russe, et M. Trump lui voulait parler de paix. Donc il a fini par le lasser. Maintenant, on verra jusqu'où M. Trump est prêt à aller. Ça, c'est vraiment incapable de prédire. C'est pour ça que la décision de sanctionner ces deux grosses compagnies pétrolières russes est quand même quelque chose d'un peu différent. On va revenir justement sur le fait que de plus en plus de pays en Europe évoquent une guerre possible avec la Russie. Alors bien sûr, on en parle en Pologne, on en parle dans les pays baltes depuis longtemps, mais moins depuis plus récemment en Allemagne et puis en France. Le chef d'état-major de l'armée française qui considère, il l'a dit hier, que l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie. Il l'a dit devant les députés de la commission de la Défense. Général Trinquant, lorsque le général Fabien Mandon dit cela, est-ce qu'il parle d'une guerre classique ou est-ce qu'il parle de la guerre hybride ? Alors, il faut bien le lire, non, justement. Il dit qu'aujourd'hui, la guerre hybride est déjà en cours. Et donc, il parle d'un choc dans 3 ou 4 ans qui serait un test, c'est-à-dire un test d'une confrontation réelle. Moi, je pense tout de suite aux pays baltes. Oui, une confrontation militaire conventionnelle. Voilà. Oui, bien sûr. C'est actuellement l'analyse qui est faite par tous les services de renseignement, qu'ils soient allemands, polonais, britanniques ou français. Pourquoi ? Parce que l'usine, la machine de guerre russe est en route. Elle est en route
avec la fabrication d'équipements, avec les financements, on en a parlé tout à l'heure, et avec le fait que depuis 3 ans, ils font la guerre. Et ils apprennent beaucoup. Vous savez, on disait toujours, les Ukrainiens, ils sont malins, ils inventent et tout, mais les Russes aussi, ils inventent énormément. Les drones, ils en font quasiment autant que les Ukrainiens aujourd'hui. Donc, Alors qu'ils n'importaient pas des drones d'Iran au départ? ils importaient, mais maintenant, ils sont fabriqués en Russie. Ils importent des sous-ensembles qui viennent de Chine, mais pour fabriquer en Russie. Donc, il y a une machine qui s'est mise en route, et on se dit, admettons que la guerre s'arrête. Mais cette machine, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Et l'échéance qui est donnée, c'est 3-4 ans. Pourquoi 3-4 ans? Parce que je pense qu'il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de l'appréciation de situation sur la menace et il y a un mélange de nos capacités. Nos capacités à nous, elles sont à monter. Je vous donne un exemple pour l'armée de terre française. Aujourd'hui, elle déploie une brigade. En 2027, une division. En 2030, un corps d'armée. Ben, vous faites le calcul des années, et ben on y arrive. C'est-à-dire qu'on a parallèlement une puissance russe qui continuera à monter et une puissance des pays de l'OTAN, et singulièrement là on parle de la France, qui aura monté à ce moment-là. Et donc il y aura possibilité d'avoir, et je répète encore une fois, on parle d'un test. Simplement, un test qui est autre chose que l'hybridité. Voilà, donc un test qui soit autre chose que ces drones. Ou, Voilà, ça veut dire un tir d'un missile dans une ville des pays baltes, par exemple? Dans les pays baltes, on le sait depuis longtemps, il y a toute une population russophone, en Estonie en particulier, et on pense qu'il pourrait y avoir instrumentalisation de cette population russophone pour dire qu'ils sont maltraités, un peu comme le Donbass. Ils sont maltraités, on veut d'un seul coup, l'Estonie veut qu'ils deviennent estoniens, non, ils sont russes, etc. etc. Et donc, une espèce de déstabilisation. Je rappelle simplement qu'en Estonie, aujourd'hui, il y a des troupes britanniques et des troupes françaises qui sont présentes. Ça veut dire que si les Russes franchissaient ça veut dire qu'il faut qu'ils tirent, les Russes, il faut qu'ils attaquent. Bien sûr, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils se trouvent face à des troupes britanniques et françaises. Voilà, ça c'est le premier point. Donc je pense que le message, il est adressé à la Russie. On continue, d'ailleurs elle le récupère comme à son habitude, en disant, vous voyez, ils sont agressifs, ils veulent nous attaquer. Voilà, c'est eux qui veulent nous attaquer. Mais c'est aussi un message à l'intention des Français. Aujourd'hui, il y a un budget qui est en discussion, au passage. Donc, il faut bien avoir un budget. Donc, on a besoin du budget parce que, regardez, dans 3 ou 4 ans, on va avoir une difficulté. Et il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est à l'adresse des citoyens français en disant, votre volonté est importante dans ce cadre-là. Si vous commencez à dire, moi je l'entendais tous les gens, mais on ne veut pas mourir pour l'Estonie. Je dis, on ne vous a jamais demandé de pourrir l'Estonie. On a demandé aux soldats français de se battre en Estonie. C'est autre chose. Ce n'est pas d'aller mourir en Estonie. Donc il y a ce qu'on appelle les forces morales. Il y a les sous pour les budgets. Il y a les forces morales. Et l'armée, elle continue sa progression avec ce que je disais, la brigade, la division, le corps d'armée. Là, je parle que de l'armée de terre, mais c'est vrai aussi pour la marine et l'armée de l'air. Et ça voudrait dire dissuasion, ça, Sylvie Berman? Oui, tout à fait, parce que pendant longtemps, on a considéré que la dissuasion nucléaire suffisait, mais on s'aperçoit avec la guerre en Ukraine que le nucléaire dissuade du nucléaire, mais n'a pas d'autre effet, et on n'a pas de dissuasion conventionnelle jusqu'à présent. D'ailleurs, c'était un mot qui était tabou dans les armées françaises. On a une armée, on dit toujours échantillonnaire, parce que c'était une armée de corps expéditionnaires dans des pays étrangers contre des forces qui n'étaient pas structurées comme les Russes, et c'était pas des guerres de haute intensité. Donc c'est à cela qu'il faut se préparer, simplement parce qu'il y a un principe de base, si vis pacem para bellum, si on veut la paix, il faut préparer la guerre de toute évidence. Et là, le chef d'état-major des armées le dit très bien, il dit on est trop faible, et on est faible collectivement, c'est-à-dire les Européens, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde monte en puissance, et puis sur le plan français, sur les munitions, la logistique, le renseignement, donc effectivement, il faut se préparer, et cette échéance des 3 ans, en tout cas pour la préparation, paraît raisonnable. Après, justement, l'idée, c'est que de toute façon, l'OTAN, l'Europe soit suffisamment forte pour que personne ne soit tenté de l'attaquer.
pour que ça arrive, si je puis dire, et Dieu sait si je pense autour de cette table, personne ne veut que ça arrive, il faut, à mon avis, une première condition, c'est que la guerre en Ukraine soit arrêtée. Vraiment arrêtée, parce qu'il peut pas, Poutine ne pourra pas mener une guerre sur 2 fronts, si je puis dire, même si c'est symbolique, j'entends bien, parce que là, évidemment, les Européens réagiraient fortement. Donc arrêter pour qu'il reconstitue ses forces. Pour avoir aussi, le temps de reconstruire. Donc ça, c'est la première. Deuxièmement, il faut prêter une longue vie à Poutine. N'oublions pas qu'il n'est pas si jeune que ça, n'est-ce pas? Moi, je spécule beaucoup sur la disparition de Poutine, même s'il fait tout pour rester jeune, j'entends bien, parce que d'ailleurs, il aspire même à la vie éternelle. Il a eu une conversation avec Xi Jinping, n'est-ce pas, en disant comment on peut faire pour devenir éternel. Bon, d'accord, mais enfin, bon, il est comme pas, et c'est pas encore arrivé. Bon, alors donc, c'est très difficile de spéculer à 4 ans, si je puis dire. Alors je comprends l'échéance, parce qu'évidemment, le général Trinquant a absolument raison. Dans 4 ans, on sera à peu près prêt. Je ne dis pas qu'on sera prêt, mais on sera à peu près prêt. Parce que le retard a été pris considérable depuis 30 ans. Donc il faut le combler. Bon, voilà. Mais c'est pas vraiment. Le pire n'est pas certain dans cette affaire-là, même si je ne fais aucune confiance à Poutine, évidemment. Régis Janté, sur cette menace. Oui, mais effectivement, ce qui est assez frappant, c'est de voir combien l'armée française est en train véritablement de se préparer psychologiquement et puis maintenant sur le terrain. Militairement, j'étais à une conférence il y a quelques jours où il y avait les 3 chefs d'état-major des 3 armées françaises, air, terre et mer, et j'étais vraiment frappé par ce discours, cette fermeté, pas du tout va en guerre, mais déterminé en se disant il faut s'y préparer. Comme c'était rappelé à l'instant, eh bien, la meilleure, c'est ce qui était dit d'ailleurs lors de cette conférence par le général Schill, eh bien, le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, il faut être prêt à frapper les premiers. Ça ne veut pas dire qu'on va frapper les premiers. Il n'en est pas question, mais il faut faire comme si on devait être prêt pour cela. Et c'est un vrai changement de ton. Je crois que c'est 2024 qui a été vraiment le moment charnière avec d'autres services de sécurité, d'autres armées qui ont fait part du même danger. Les Allemands, les Estoniens ont dit avoir des informations comme quoi c'était possible. Et sans que ça soit certain, personne ne peut l'exclure aujourd'hui parce que au fond, ce qui se joue dans la guerre en Ukraine, c'est bien au-delà de la simple relation Russie-Ukraine. Derrière, c'est aussi toute la relation de la Russie à l'Occident. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse Poutine, qui est bien plus ancien que lui, à vrai dire, donc qui est profondément enraciné dans l'histoire russe. Et aujourd'hui, on ne peut pas exclure qu'on pourrait effectivement avoir un conflit, peut-être pas frontal, mais quelque chose de larvé. C'est ce qu'on se disait déjà, je me souviens, en 2014, au début de la guerre en Ukraine, on était plusieurs à faire cette hypothèse. Et s'il y avait une sorte de crise larvée qui serait difficile à interpréter, mais qui permettrait à la Russie de montrer que l'OTAN n'est pas opérant. Et peut-être sans les Américains. C'est ça aussi, Général Trinquant. Tout à fait. Il faut des se préparer. De les Européens, dans le cadre de l'OTAN, se préparent si, on ne sait jamais, les élections, M. Trump, une lubie, etc. Encore une fois, ce ne sont pas les Européens qui font cette démarche, ce sont les Américains qui se séparent progressivement de l'Europe. Et donc, on doit arriver... Mais tout à l'heure, on parlait d'une armée échantillonnaire. Pourquoi elle était échantillonnaire? Parce qu'on a eu 30 ans de désarmement. 30 ans sans budget. Donc moi, je bénis nos chefs qui ont réussi à garder des échantillons de tout, à partir desquels on peut remonter en puissance aujourd'hui. Mais ça veut dire tous les pays européens doivent se préparer, augmenter. Sur ce point-là, M. Trump avait parfaitement raison. Et si les Américains ne sont pas là, on sera quand même suffisamment fort. Merci Général Trinquant, merci Sylvie Bermann, Thierry Volton, merci Régis Janté, merci à vous tous d'avoir suivi le débat que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.